messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Dans les nouvelles nationales, le chef de l'État a présidé ce matin les travaux de la 5e séance du Conseil des ministres. Aux nouvelles mondiales à présent à Gaza, Israël bloque encore plus qu'avant l'aide à Gaza, dénonce deux ONG. Les détails dans ce journal de 22 heures, mesdames et messieurs, le journal au complet. Je vous le disais dans les titres, le chef de l'État a présidé les travaux de la 5e séance du Conseil des ministres. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Le rapport avec le porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, chef de l'État, chef du gouvernement, s'est tenue la 5e séance du Conseil des ministres en ce mardi 27 février 2024. Était inscrite à l'ordre du jour cette question. La première question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord de financement concessionnel du projet régional d'intégration numérique en Afrique de l'Est. Cet accord de financement de 3,6 milliards de francs est obtenu auprès de l'IDA, l'Association internationale de développement, dans le cadre du projet intitulé « Projet régional d'intégration numérique en Afrique de l'Est ». Ce projet vise à accroître la connectivité au débit transfrontalière de flux de données et le commerce numérique dans la région. Il s'agit de faire progresser l'intégration du marché numérique dans la région en améliorant l'accès abordable à la connectivité régionale à large bande, en renforçant l'environnement favorable et la convergence des politiques pour les commerces numériques et les flux de données transfrontaliers et en développant des compétences numériques. La deuxième phase du projet régional d'intégration numérique en Afrique de l'Est marque une étape importante pour l'intégration régionale et constitue également un puissant catalyseur d'inclusion nationale de par l'importance accordée au développement d'un marché numérique unique dans la région. L'objectif global du projet vise à soutenir le déploiement des principales liaisons transfrontalières et dorsales marquantes, afin d'améliorer la résilience, la couverture et l'intégration des réseaux de connectivité. La deuxième question est un projet de loi relatif à la réorganisation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ce projet de loi est une réorganisation du ministère de l'Éducation nationale pour améliorer la qualité de l'enseignement de base et de la formation professionnelle, alignée sur les recommandations du sommet mondial sur l'éducation et sur la nouvelle stratégie sectorielle. Ce projet vise à moderniser le système éducatif pour accroître l'équité, la qualité et l'adéquation aux exigences de notre société et du marché. À travers ce texte, les autorités prévoient l'amélioration de la qualité de l'enseignement, la réforme de la formation professionnelle, afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail, la transformation du Centre de formation de l'éducation nationale en une direction technique. La troisième question concerne un projet de décret portant création du brevet de l'enseignement fondamental. Ce projet de décret crée le brevet de l'enseignement fondamental. Dans le souci de renforcer la qualité de l'enseignement fondamental et de reconnaître les compétences acquises par les élèves à ce niveau, crucial de leur parcours éducatif, le ministère de l'Éducation met en place un nouveau brevet de l'enseignement. En effet, ce format de brevet est l'aboutissement des efforts du département de l'Éducation nationale pour encadrer la certification de l'enseignement fondamental. Durant tout le cursus de l'enseignement fondamental, des contrôles continus sont désormais privilégiés et prendront en considération tous les apprentissages réalisés dans les différentes disciplines durant l'année scolaire et parce qu'ils ont l'avantage de diversifier les évaluations au lieu de les restreindre à une typologie donnée limitative et restrictive. Le BEF, donc, est mis en place pour valider l'acquisition des compétences des enseignements dits fondamentaux, notamment dans les langues, le français et l'arabe, les mathématiques et les sciences. Ainsi, les élèves de la classe de 9e devront passer ce brevet afin d'accéder au lycée. La quatrième question concerne un projet de loi complétant et modifiant la loi numéro 112 sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime. Ce projet de loi vise à modifier et à compléter la loi numéro 112 promulguée en mai 2011. Au cours de la dernière décennie, le phénomène du blanchiment des capitaux a connu un essor
de par le monde et a nécessité la mobilisation de la communauté internationale afin d'y faire face. Notre pays, pour se prémunir contre ces phénomènes, adopte donc ces cadres juridiques pour améliorer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Le projet a ainsi pour objet de renforcer le cadre juridique, de déterminer les mesures visant à la prévention de l'utilisation criminelle du système financier et de faciliter les enquêtes, les poursuites et la coopération en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Les principaux apports du texte sont la révision du cadre institutionnel, la révision du statut de l'ancien service des renseignements financiers transformé en Agence nationale du renseignement financier, la consolidation du cadre de supervision des entreprises et des professions non financières, la création du registre national des bénéficiaires et des personnes morales, des bénéficiaires des personnes morales et de toute autre entité juridique, et l'extension de l'entraide judiciaire aux infractions sous-jacentes. Nombreux projets de loi ont été examinés et approuvés dans ces cinquièmes travaux du Conseil des ministres de ce mardi 27 février 2024. La suite, toujours avec le porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf. La cinquième question concerne un projet de loi modifiant la loi numéro 111 contre le terrorisme et autres infractions graves. Notre pays a mis en place dès 2011 un cadre juridique avec l'adoption de la loi numéro 111 de l'année 2011, 6e législature, relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves. Dans ce sens, ce projet vise donc à doter davantage notre pays d'un arsenal juridique adapté à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves dans le respect des principes fondamentaux d'un État de droit. Les principaux apports de ce texte concernent d'abord la définition de l'acte terroriste qui peut être commis à Djibouti ou à l'étranger. La définition de l'acte est étendue à la complicité, la tentative, l'encouragement et la menace. La définition est plus complétée pour les agents publics. Les peines donc revues pour la corruption, certaines, limitées au secteur privé, sont désormais étendues à tout agent public. La sixième question est relative à un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 110 relative à la lutte contre le financement du terrorisme. Ce projet de loi vise à modifier la loi numéro 110 promulguée en mai 2011. Le projet définit donc le cadre juridique relatif à la lutte contre le financement du terrorisme en République de Djibouti et de prévenir l'utilisation des circuits financiers et bancaires à des fins de financement de l'acte de terrorisme. Cette réforme juridique vise donc à se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et aux 40 recommandations du GAFI. Les principaux apports de ce texte sont donc les définitions supplémentaires les plus complètes, l'intégration de la circonstance factuelle objective afin de limiter les risques d'envoi de fonds dans certains pays où le risque de financement du terrorisme est élevé, la création d'un comité technique de mise en œuvre et de gestion des sanctions financières, la mise en place d'un registre national des organismes à but non lucratif, ainsi la notion de passeur de fonds également mieux définie. La septième question concerne un projet de décret portant nomination. Monsieur Ismail Hamoud Ilmi est nommé directeur des programmes au sein de la Commission nationale des droits de l'homme. Madame Oumalkhair Mohamed Bourane est nommée directrice du personnel et du budget à la Commission nationale des droits de l'homme. Et Madame Fadouma Abdi Issé est confirmée dans ses fonctions de directrice de la culture au ministère de la Jeunesse et de la Culture. Autre actualité de ce journal, le Premier ministre, son Excellence, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu consécutivement dans le salon d'honneur de la primature la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur du Royaume d'Espagne, son Excellence Guillermo Antonio López, ainsi que celle du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Chili, son Excellence M. Rodrigo Guzmán Barros, en présence du chef du cabinet, M. Ali Silay. Les diplomates ont à tour de rôle exprimé leur détermination et motivation pour le renforcement du niveau d'échange et de coopération entre leurs pays respectifs et la République de Djibouti. En effet, lors de l'audience, le nouvel ambassadeur espagnol décrit Djibouti comme un havre de paix qui pourrait jouer avec les supports multilatéraux un rôle de premier plan pour la sortie des crises régionales. De plus, le nouvel ambassadeur s'engage à renforcer l'enseignement de la langue espagnole sur notre territoire. De son côté, le nouvel ambassadeur chilien souhaite renforcer une coopération bilatérale plus active, notamment
par la mise en acte d'un mémorandum d'entente pour soutenir les gardes-côtes djiboutiennes. Chacun de ces ambassadeurs a salué l'état privilégié des relations bilatérales de leur pays avec la République de Djibouti. Et bien que ces deux nouveaux diplomates extraordinaires et plénipotentiaires soient accrédités auprès de notre pays, ce dernier n'y réside pas. Enfin, le Premier ministre a souhaité bienvenue à l'ambassadeur Lopez et à l'ambassadeur Guzman et leur a témoigné de son soutien à élever les partenariats à Djibouti. Le dimanche, le général de corps d'armée André Pétillot a été élevé au rang de commandeur de l'ordre du 27 juin par le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed. Cette cérémonie de décoration s'est déroulée au salon d'honneur de la primature en présence du ministre de la Défense, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed Bourhan, de la première conseillère de l'ambassade de France à Djibouti, Mme Christelle, et du colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Le président de l'Assemblée nationale, honorable Dilleta Mohamed Dilleta, a reçu aujourd'hui, mardi 27 février 2024, le nouvel ambassadeur du Royaume d'Espagne accrédité en République de Djibouti, l'honorable Guillermo Antonio Lopez. L'entretien entre le président Dilleta et l'ambassadeur du Royaume d'Espagne a porté sur les voies et moyens de consolider les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays frères, notamment en matière de coopération parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale a souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur et a assuré de sa disponibilité et de son soutien dans l'accomplissement de sa mission. En outre, le président du Parlement a salué l'engagement de l'Espagne et de la force européenne dans la lutte contre la piraterie maritime qui fut un réel succès. Pour sa part, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne a tenu à transmettre au président de l'Assemblée nationale un message de remerciement aux autorités djiboutiennes pour l'organisation du rapatriement des ressortissants européens suite au conflit au Soudan. Le président Dilleta Mohamed Dilleta a également reçu la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur de l'État chilien en République de Djibouti, M. Rodrigo Eduardo. L'entretien s'est déroulé au salon d'honneur du Parlement en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Ismaël Le Goulal, et du directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, M. Idriss Mohamed Ahmed. Après la salutation d'usage, les deux hommes ont évoqué l'état des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays frères, ainsi que les voies et moyens de les raffermir davantage. Les échanges ont porté également sur la coopération entre les élus du peuple des deux nations. Le président du Parlement a fait part au nouvel ambassadeur de la disponibilité pleine et entière de l'Assemblée nationale dans l'accomplissement de sa mission diplomatique dans notre pays. L'ambassadeur a, quant à lui, pour sa part, tenu à remercier le président de l'Assemblée pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a par ailleurs promis d'œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, en particulier dans les domaines portuaires, des ressources maritimes et tout ce qui concerne la mer en général. Et donc, lundi 26 février, le général de corps d'armée André Pétillot a été reçu par le ministre de la Défense, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, à son bureau. Est également présent à cette rencontre le chef d'état-major et l'attaché de sécurité intérieure français. C'est dans la soirée du lundi 26 février que le général et sa délégation ont quitté Djibouti après une visite de travail pleinement réussie avec des échanges positifs qui ont eu lieu tout le long. Le général Pétillot a remercié le colonel Zakaria Hassan Aden pour l'accueil chaleureux et l'excellente hospitalité réservée à lui et à sa délégation. Le chef d'état-major a pour sa part remercié l'adjoint au directeur général pour sa visite qui témoigne de la vitalité de la coopération entre les deux institutions sœurs et pour les discussions fructueuses sur les projets communs en cours. Le colonel Zakaria Hassan Aden, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a reçu le samedi 24 février le général de corps d'armée André Pétillot, adjoint au directeur général de la gendarmerie française en visite à Djibouti, qui était en visite à Djibouti du 24 au 26 février auprès de la gendarmerie de Djibouti. L'adjoint au directeur général était accompagné dans ce cadre par le colonel Laurent, attaché de sécurité intérieure près de l'ambassade de France à Djibouti, du lieutenant-colonel Julien Jourdan, du cabinet du directeur général de la gendarmerie française, de la capitaine Mathilde, aide-de-camp du major général. À son arrivée à l'état-major, le général de corps d'armée André Pétillot a rendu les honneurs au perron de l'état-major avant d'être reçu par le chef d'état-major de la gendarmerie à son bureau, où les deux chefs militaires se sont entretenus sur plusieurs sujets portant sur des projets de renforcement et souligné les liens privilégiés de coopération entre les deux institutions. Une présentation PowerPoint de la gendarmerie a été faite à l'adjoint au directeur général et à sa délégation.
À cette issue, les deux chefs militaires ont signé deux déclarations d'intention. La première portait sur le renforcement de l'équipe cynophile de la gendarmerie djiboutienne, qui projette de se doter en plus des chiens d'explosifs en chiens de détection de stupéfiants, d'attaque pour l'arrestation d'individus dangereux et d'assaut pour les interventions spécialisées. La deuxième déclaration portait quant à elle sur le jumelage et le partenariat entre l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire djiboutienne et le Centre national de formation de la police judiciaire française dans le domaine de la police judiciaire, notamment les formations, le partage d'expertise et les échanges de bonnes pratiques entre les deux pôles d'excellence en matière de police judiciaire. Autre actualité de ce journal, le ministre du Commerce et du Tourisme, son Excellence M. Mohamed Warsame Diriye, a pris part aux travaux de la 13e conférence ministérielle de l'OMC qui s'est tenue du 26 au 29 février 2024 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. La cérémonie d'ouverture a vu la participation de son Altesse Cheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et président du conseil exécutif d'Abu Dhabi, et de deux chefs d'État, en l'occurrence celui des Comores et du Timor-Leste, dont les pays ont rejoint officiellement l'OMC. La République de Djibouti, par la voix de son ministre du Commerce, en sa qualité de coordinateur du groupe des PMA à l'OMC, a présidé la réunion du groupe des PMA afin de finaliser l'adoption, la position du groupe sur tous les enjeux qui sont à l'ordre du jour de la conférence. En effet, cette rencontre a vu la participation des hauts responsables Imarati et de l'OMC, en l'occurrence le Dr Tani Ben Ahmed, ministre d'État chargé du commerce extérieur des Émirats et président de la CM13, la directrice générale de l'OMC, le Dr Ngozi, l'ambassadeur de notre mission permanente à Genève, son Excellence Khadra Ahmed Hassan, ainsi que son Excellence M. Moussa Mohamed Ahmed, ambassadeur de Djibouti aux Émirats arabes unis. L'objectif de cette rencontre consistait à examiner et adopter le projet de déclaration des ministres du Commerce des PMA, préparer les délégations à Genève et étudier par les capitales en vue de son adoption à la CM13. Dans son intervention, le ministre Mohamed Warsame Diriye a indiqué que l'aide pour le commerce pour les PMA joue un rôle très important dans leur parcours de développement et leur a permis de se doter de la capacité du côté de l'offre et des infrastructures liées au commerce. En conclusion, les ministres ont réaffirmé leur détermination sans faille à répondre aux besoins structurels et aspirations de leur pays et se sont convenus que le projet de déclaration adopté servira non seulement à orienter les résultats attendus à Abu Dhabi, mais aussi à guider leurs travaux tout au long de l'année 2024. Santé à présent, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, et le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Djibouti, M. Christopher Snipes, ont présidé ensemble la cérémonie de réhabilitation complète du poste de santé de Ali Ouneh, qui a été inauguré en février 2019. Ainsi, le poste de santé de Ali Ouneh va bénéficier d'une extension avec une urgence et la mise en service de l'adduction d'eau potable. Cette cérémonie a vu la participation du sous-préfet de Demerjog, de la représentante de l'USAID et du conseiller principal du ministre de la Santé, mais aussi du médecin-chef de la région d'Arta. L'objectif de cette visite consistait à procéder à l'inauguration d'une urgence fonctionnelle 24 heures sur 24 et l'installation d'un système d'alimentation d'eau potable du poste de santé de Ali Ouneh qui faisait face à un manque accru d'eau. Ces travaux ont été financés par l'USAID. Pour rappel, la République de Djibouti s'est engagée pour l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 et plus spécifiquement de l'objectif qui vise à garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement, mais aussi à assurer la gestion durable des ressources en eau. Après l'inauguration des installations hydriques, la délégation conduite par le secrétaire général a effectué une visite des différents services du poste de santé pour voir des visus, les activités de consultation et de prise en charge. Notons que cet événement s'est déroulé dans une ambiance festive. Les notables coutumiers et les habitants du village ont réservé un accueil chaleureux au secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, et aux membres de sa délégation. De la mise en service du centre de santé d'Alioune. Ce centre témoigne de l'engagement des États-Unis à mobiliser toutes les ressources dont dispose notre équipe en partenariat avec le gouvernement de Djibouti pour apporter une assistance durable et de qualité à la population djiboutienne. Le centre de santé d'Alioune est le résultat d'une collaboration étroite avec le ministère de la Santé. Les États-Unis ont construit ce centre de santé en 2018 avec nos Seabees de la marine américaine affectés à la force opérationnelle
interarmée combinée à la Corne de l'Afrique, ici à Djibouti. La construction a duré 5 mois. Le ministère de la Santé l'a ensuite équipé et lui a affecté le personnel nécessaire pour améliorer les soins de santé de la population d'Alioune. Dans tous les cas, il s'agissait d'un effort conjoint et ce que vous voyez aujourd'hui est le résultat d'un partenariat solide entre les États-Unis et Djibouti. Dans son intervention, le secrétaire général a indiqué que la mise en service complète de ce poste de santé répond au souci du gouvernement de faciliter l'accès des communautés des zones isolées aux soins de qualité. Nous nous sommes réunis aujourd'hui ici à Alioune pour une visite inaugurale du poste de santé. Comme vous le savez, ce poste a été construit par l'US Army en 2018. Ce poste de santé connaissait des difficultés en matière d'approvisionnement de l'eau courante. Aujourd'hui, cet obstacle est levé. Le centre dispose de l'eau courante et ceci grâce à la collaboration entre le ministère de l'Agriculture et l'US Army que je tiens au passage à remercier. Parce qu'un poste de santé sans eau, ça ne peut pas marcher. Donc l'eau est un élément important dans le fonctionnement d'un poste de santé. Aujourd'hui, nous demandons donc à la population de Alioune de s'approprier, de prendre en charge, de s'occuper de son poste de santé. Et le ministère de la Santé est à leur côté pour encore les accompagner, pour combler le manque qui va exister. Et nous allons nous rendre souvent dans ce poste de santé. Les responsables du ministère de la Santé qui m'accompagnent vont aussi voir s'il y a des éléments qui manquent pour le fonctionnement de ce poste. Et nous sommes là pour faire en sorte que la population de Alioune trouve les mêmes soins que ce qu'on trouve dans les capitales ou dans les chefs-lieux. L'association aubokoise de la promotion de l'agriculture a organisé une cérémonie de signature de l'accord d'un projet avec l'ambassade du Japon à Djibouti. Une cérémonie qui a été présidée par le président de l'association et l'ambassadeur du Japon à Djibouti. L'accord signé consiste en un projet de construction de 2 citernes enterrées dans la région d'Obok, avec l'appui de la préfecture d'Obok et le conseil régional, et grâce au ministère de la Culture, l'association aubokoise de la promotion de l'agriculture a obtenu l'accord de réalisation de ce projet qui est important pour la population dans la zone rurale. Après avoir procédé à la signature de contrat, l'ambassadeur du Japon et le président de l'association ont tous rappelé l'importance de réalisation de ce projet bénéfique pour les habitants de la région. Et puis, la cérémonie se clôturait avec une séance de photos de famille. Elle met à l'épreuve les ressources en eau et impacte directement la vie des communautés nomades. La construction de ces 2 citernes pourrait d'une manière féliciter l'association aubokoise de la promotion de l'agriculture pour leur initiative quant à ce projet. Et je voudrais l'encourager pour mener à bien les travaux de construction, l'entretien des infrastructures après l'achèvement, ainsi que le suivi du projet. Surtout, je voudrais compter sur votre projet. Je tiens également à remercier chaleureusement tous les membres présents aujourd'hui à cette cérémonie, en espérant que la mise en œuvre de ce projet se déroulera sans entrave. Direction Ali Sabi, la région Assadjo, où l'association pour un avenir meilleur, plus connue sous son acronyme APAM, a procédé la semaine dernière au siège du conseil régional. La cérémonie de lancement officiel de son projet ayant pour thème amélioration de l'accès à l'eau potable dans le quartier Warak de la ville d'Ali Sabi. Ce projet d'une organisation de la société civile s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus du développement local, financé par l'USAID et mis en œuvre par le Kaizen Company.
Cette cérémonie de lancement de ce projet pour l'appui d'accès à l'eau potable des ménages vulnérables a vu la participation de la préfète adjointe, Mme Saïda, du vice-président de l'instance régionale de la décentralisation, de la représentante de l'agence Kaizen Company, le président de l'association APAM, des représentants des 5 associations Assadjoke, les membres du groupe Cluster ainsi que des membres de la société civile. Au cours de cette rencontre, en premier lieu, le président de l'association a fait un bref historique de son association par vidéoprojection, suivi de la présentation de son projet pour informer sur le site de la réalisation du projet, sur les bénéficiaires ainsi que les activités que l'association compte mettre en œuvre. Ces nouveaux projets financés par le peuple américain à travers son agence de développement international, l'USAID, contribuera à renforcer et à consolider le partenariat entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique. L'association qui est là, qui a des compétences, et on sera là accompagner les associations des 5 clusters qui sont aujourd'hui notre fierté vraiment. Moi personnellement, je suis vraiment très très fière de ces associations qu'on a sélectionnées. Quand je vois l'association Club des jeunes entrepreneurs, d'As Bio, l'association AGCD, Iftin d'Ali Sébié, je vois le travail qu'ils fournissent et l'engagement qu'ils démontrent, et c'est une fierté pour nous. Fait divers de ce journal, c'est dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de marchandises qu'une opération de saisie de cas de contrebande a eu lieu ce matin à la brigade de PK12. Les équipes de douane de la brigade de PK51 et les gendarmes de la brigade routière de PK12 en démontrant l'engagement indéfectible envers la préservation de l'intégrité économique nationale. Au cours d'une opération, les agents de la douane de PK51 et la gendarmerie de la brigade de PK12 ont réussi à intercepter environ 30 colis de 4, chacun renfermant 100 paquets équivalent d'une valeur de 2 millions de nos francs. La saisie a été suivie d'une action immédiate sur le terrain où les produits saisis ont été incinérés, affirmant ainsi la détermination du pays à éradiquer ce fléau d'une manière décisive. La contrebande de 4 en particulier représente une menace sérieuse pour l'économie locale. Les agents des douanes et le corps militaire travaillent d'arrache-pied pour démanteler ces réseaux illicites et protéger les frontières du pays contre ce commerce nuisible. La destruction des marchandises saisies sur place souligne l'engagement ferme à éliminer les activités illégales qui minent la stabilité économique, une action qui vise à décourager non seulement les trafiquants, mais aussi à sensibiliser la population sur les conséquences néfastes de ces pratiques sur l'économie nationale. Je vous emmène au nord à présent, où une cérémonie de fin de formation s'est déroulée avec éclat à l'illustre hôtel Gadilé, à Tadjoura, sous l'égide du prestigieux centre islamique du roi Abdelaziz de Tadjoura. Une assemblée distinguée a répondu présente à cet événement inoubliable. Parmi les éminents invités figurait le préfet de la région de Tadjoura, M. Mohamed Hamed Abbas, le vice-président du conseil régional, M. Abdelkader Omar, ainsi que des personnalités éminentes du secteur public, les autorités traditionnelles des élèves et les parents d'élèves. Sous la houlette de l'attaché religieux à l'ambassade de l'Arabie Saoudite, M. Mohamed Al-Shibani, la direction du centre islamique de Tadjoura a tenu à exprimer les vœux les plus sincères de bonheur, de santé et de prospérité à Sa Majesté, le gardien des 2 mosquées saintes, le roi Salman ibn Abdelaziz, ainsi qu'au prince héritier Mohammed Ben Salman. La cérémonie a débuté avec l'interprétation solennelle de l'hymne national suivie de la récitation du Saint-Coran. Cette formation d'une durée de 90 heures a été organisée au lycée de Tadjoura sous le patronage du ministère de l'Éducation saoudienne, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale djiboutienne, mais aussi dispensée par le distingué Dr Amin Mohamed Al-Hassan, le directeur, le Dr Nasser ibn Saad Al-Utabi, qui a guidé les invités à travers une exposition culturelle du Royaume de l'Arabie Saoudite présentée sous une tente ornée d'objets symboliques du patrimoine saoudien. Et donc, je vous le disais dans le titre, dans les actualités internationales, 2 ONG ont accusé Israël de continuer à limiter l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, malgré la demande de la Cour internationale de justice de tout faire pour empêcher un génocide dans les territoires assiégés. Amnesty International a déclaré que les autorités israéliennes n'avaient pas pris les mesures minimales nécessaires pour se conformer à l'arrêt de la CIJ rendu en janvier. Selon Amnesty et Human Rights Watch, le nombre de camions d'aide humanitaire entrant à Gaza a diminué d'environ 1/3 depuis la décision de la Cour, rendue dans le cadre d'une affaire intentée par l'Afrique du Sud, accusant Israël de violation de la Convention des Nations Unies sur le génocide.
Le président de l'autorité palestinienne, Mohamed Abbas, a accepté la démission du gouvernement du Premier ministre Mohamed Shtaï, a indiqué la présidence dans un communiqué. Le président a publié un décret acceptant cette démission et a chargé le Premier ministre et son gouvernement de rester temporairement au poste jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit formé, a souligné la présidence. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.